La Faro Spinoza, ça émane de plusieurs envies. La première, c'est celle de comprendre pourquoi j'étais heureux, joyeux. Et pour cette raison-là, alors que j'avais des crises de bonheur quand j'avais environ 20 ans, eh bien, j'ai commencé à lire sur le bonheur en philosophie, en psychologie, en biologie. J'ai découvert qu'il y avait une science du bonheur et que peut-être, eh bien, elle pouvait répondre à cette question de pourquoi je me sentais bien dans la vie. Et la deuxième envie, directement liée à celle-ci, c'est me dire que ce contenu, il pouvait être partagé avec des gens, au sens large, le grand public, mais aussi avec des décideurs économiques, des décideurs politiques, pourquoi pas aussi les écoles, les villes, et que ce savoir-là, eh bien, il pouvait changer la manière dont les institutions et puis les hommes et les femmes aussi fonctionnaient et se comportaient. Se demander si ce bonheur, il peut rencontrer le collectif. Je pense que oui, pour la raison principale que lorsqu'on se sent bien, on est naturellement plus tourné vers l'autre, plus altruiste. Effectivement, aujourd'hui, on observe que le bonheur au travail est lié à la performance des organisations. On l'observe d'un point de vue biologique parce qu'un individu stressé se réfugie dans son cerveau reptilien, où il est en colère, agité, en fuite, ou même prostré et fait le mort, donc peu performant. On le voit au niveau de la psychologie sociale, hein, qui montre que quelqu'un qui se sent bien est plus créatif, est un meilleur leader, est plus analytique, communique mieux, engage mieux ses collègues et est en meilleure santé. Une société dont le bonheur se dégrade est une société qui est susceptible de connaître des crises violentes. On s'aperçoit grâce aux chiffres de Gallup que 2-3 ans avant les printemps arabes, on a un effondrement de la satisfaction de vie des populations qui passe en dessous de 10% d'entre eux se déclarant épanouis. On observe la même chose pour les révolutions ukrainiennes. Et enfin, la même chose dans les 2 années qui ont précédé le Brexit. Donc le bonheur d'une population, en plus d'être une finalité, une aspiration, est aussi un indicateur de crise violente à venir. Quelqu'un qui se sent bien dans une société, y contribue beaucoup plus. Comment bâtir une société plus heureuse ? Est-ce que lorsqu'on s'interroge sur le temps de travail, il y a quelques années, sur les 35 heures, y revenir, ne pas abroger la loi ou pas, on peut aussi prendre en compte l'impact sur l'épanouissement des gens et pas uniquement regarder les enjeux économiques. De la même manière, est-ce que quand on s'interroge sur une école qui enseigne les compétences nécessaires à l'insertion dans la société, on peut aussi poser la question de si cet apprentissage génère de l'épanouissement au moment des études, à l'école, et ultérieurement. Donc, plus largement, est-ce qu'à chaque instant, un décideur ou un individu ou une organisation peut s'interroger sur la prise en compte du bonheur dans sa décision ? Dans le champ de la santé, si on voit la santé non pas comme une absence de maladie, mais comme un état, comme le dit l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, un état complet de bien-être psychologique, physique, social, alors on peut se poser la question de quels sont l'ensemble des leviers qui donnent de la vitalité à l'individu. On pourrait imaginer des politiques publiques de santé qui, en complément du médical pur, intègrent des enjeux esthétiques, des enjeux relationnels. Certains diront qu'on ne peut pas être heureux tant qu'une personne souffre. C'est, je crois, Godard qui disait « Je ne serai pas heureux dans cette ville tant qu'il y a un chien écrasé ». À ça, on peut répondre qu'il y a une différence entre la compassion et l'empathie et qu'on peut sentir pour l'autre sans en être affecté au plus profond dans sa vie. Est-ce que je me sens bien dans l'absolu ou bien en comparaison de l'autre ? Il y a 2 éléments intéressants dans la recherche scientifique.
Le premier, c'est que lorsque je me compare aux autres, que ce soit positivement ou négativement, en général, ça diminue mon bonheur. Parce qu'on cherche son critère de bonheur à l'extérieur de soi, plutôt que pour des raisons naturelles, intrinsèques, pour des causes adéquates, comme dirait Spinoza. Une autre réponse serait de dire que en France, si vous comparez à quelqu'un qui est à peu près un référent naturel, quelqu'un qui a fait les mêmes études que vous, eh bien, s'il est mieux loti que vous allez en retirer de la jalousie et être moins heureux. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça l'effet tunnel, c'est le contraire. Effet tunnel parce que si dans un embouteillage, vous voyez que la file d'à côté avance, les anglo-saxons vont se dire « Ah, chouette, ça veut dire que moi aussi, je vais bientôt redémarrer ». Et on voit donc que la comparaison, au-delà d'être plutôt nocive en général, elle est moins nocive dans les pays anglo-saxons, car elle donne de l'élan quant à l'endroit où on pourra aller. C'est anciennement peut-être The American Dream. Ne réponds jamais à quelqu'un avant d'avoir compris son émotion. C'est une phrase de Thomas d'Azembourg, un des penseurs sur la communication non violente. Et je la trouve belle dans la mesure où cette simple phrase, qu'elle soit dans un champ politique, dans un champ amical ou dans un champ professionnel, elle ouvre une très belle porte à l'échange avec l'autre, en l'ayant compris au plus profond, au-delà de l'idée intellectuelle ou de la pensée soi-disant logique qu'il est en train d'exprimer. Je fais finalement référence à rien d'autre que la plus grande étude jamais conduite sur le bonheur par Harvard pendant 70 ans, l'étude Grant, qui a suivi par 4 générations de chercheurs les individus et qui s'est aperçu que le critère numéro 1 d'épanouissement, toute chose prise en compte, c'est la relation humaine. Et la relation humaine, c'est tout.